C'est quoi pour toi le gros hacking? Le gros hacking, c'est avoir le maximum de performance en dépensant le moins d'argent et le moins de temps possible, tout en essayant de contourner les systèmes. Donc, en termes d'entrepreneuriat, c'est avoir un avantage déloyal sur la concurrence. Le gros hacking, est-ce que c'est, on peut dire, un état d'esprit, c'est-à-dire vraiment avoir cette ingéniosité permanente de remettre en question les concepts qui nous sont proposés? D'une certaine manière, est-ce que pour le gros hacker, les règles n'existaient pas? C'est-à-dire qu'on lui dit quelque chose et tout de suite ça passe par un filtre de comment je peux faire différemment, qu'est-ce qui est mieux, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Ouais, le gros hacking, c'est l'obsession de la performance. T'es obsédé pour toujours essayer de faire plus, essayer de faire mieux, et ça devient un jeu au final à la fin. T'as envie de... Ok, t'as fait 10 000 € le mois dernier, comment est-ce que t'en fais un 30 000? Mais en gros, tout en gardant le même schéma, quoi. Donc, c'est l'obsession de faire toujours mieux. C'est-à-dire qu'on te donne un problème qui a déjà été résolu plusieurs fois, donc ça, à chaque fois que quelqu'un l'a résolu, il a amélioré un petit peu. Toi, tu veux toujours aller un petit peu plus loin pour aller encore améliorer les performances. Exactement. Mais t'as aussi le cas dans le gros hacking il y a un problème donné, les gens n'arrivent pas à avoir de la performance dessus du tout, et toi, t'inventes un système pour avoir de la performance. Ouais. Ça peut être une innovation complète, une manière d'innover. En fait, les gens pensent que toutes les idées ont déjà été faites, pensent que si on a une idée, le concurrent y a déjà pensé. Mais en fait, globalement, non. Beaucoup de choses, des conneries sont faites par les concurrents et beaucoup de choses n'ont jamais été faites par les gens. Et parfois, tu lances des idées, ça explose. Et les gens te disent, putain, mais c'était évident, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais c'est justement ça, en fait, le truc. C'est que beaucoup de gens... Il n'y a pas beaucoup de gens qui y pensent. Il y en a encore moins qui le font. Donc le gros hacking, c'est ça. C'est des gens qui pensent et qui font. Ok. Donc on va dire que le gros hacker, il pense et il fait, versus le non-gros hacker qui pense mais qui fait pas. Donc il y a vraiment cette notion de passer à l'action. Est-ce qu'on peut parler de test and learn un petit peu? Est-ce que le gros hacker, il apprend en faisant finalement? Le gros hacker, c'est quelqu'un qui fait systématiquement, que ça marche ou pas, il sait qu'il va apprendre pendant qu'il fait. Le gros hacker, en fait, il accumule un nombre de données beaucoup plus importante que n'importe qui parce qu'il expérimente beaucoup plus que n'importe qui. C'est un peu comme si alors je vais essayer de te donner un exemple. En plus, après 2 heures de podcast, j'ai mon cerveau qui est... c'est un peu comme si tu prenais ta voiture pour aller au travail, que tu faisais 1 fois le trajet, 2 fois le trajet, et puis à un moment tu dis, ah tiens, j'ai passé à droite, ah je vais passer à gauche, ah je vais aller, je vais tourner, je vais prendre ce rond-point, je vais... Voilà. Et qu'au final, tu te rends compte que un chemin te permet d'économiser 30 minutes sur ton trajet. Ça, c'est un hack. C'est que tout le monde continue à mettre 1 heure pour aller au travail, toi, t'en mets plus de 30 minutes. La question derrière ça, c'est est-ce que tu vas le partager aux gens? Parce que si tu le partages, ta route, elle va être bouchée. Donc, tu vas encore mettre 1 heure de trajet. Donc, c'est ça le hack. C'est essayer de trouver les choses que les autres ne font pas ou ne testent pas et d'essayer de trouver le chemin qui va te permettre d'être le plus efficace. Est-ce qu'il y a une partie également psychologique dans le gros hacking? Parce qu'on parle vraiment de hack, c'est-à-dire vraiment réussir à trouver un axe psychologique, par exemple, pour faire adhérer des gens à un produit ou améliorer les ventes sur un site. Voilà, est-ce qu'il y a un aspect psychologique et comment le gros hacker il travaille ça? C'est beaucoup de gros hackers sont pas très bons socialement. En général, c'est souvent des geeks, tu vois, chez eux et tout. En revanche, ils sont très bons dans la théorie humaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils comprennent assez bien le cerveau humain. Si je veux faire une action, je vais trouver le moyen de la faire. Les gens, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que n'importe qui est influençable. Si tu arrives à trouver les bons arguments. Par exemple, je sais pas si tu aimes courir, je te dis, Andrea, cours
autour de la maison pendant 1 heure. Tu vas me dire non, je ne vais pas courir, j'ai pas envie de courir. Je dis ok, je te donne 10 000 euros. Tu veux courir? Je pense que oui. Je pense que la majorité du temps, les gens vont courir. Donc, ce que j'ai fait dans cet exemple, tu n'avais pas envie de le faire. Mais je t'ai amené une solution pour que tu le fasses. Donc, je t'ai influencé. C'est un exemple qui paraît débile comme ça. Est-ce que tu aurais un cas, justement, moi ça m'intéresse, comment on peut influencer quelqu'un à une méthode de gros hacking, par exemple, pour pousser quelqu'un à acheter sur un site ou Ouais, y a une technique qui est, pour moi qui est très facile, c'est la méthode DUR, D-U-R. C'est un truc qui existe dans plein de bouquins aux États-Unis notamment, qui dit que pour vendre quelque chose, il faut que le problème soit douloureux, pour le D, U pour urgent, et R pour reconnu. Donc par exemple, dans mon cas ici, le problème il est difficile, il est douloureux, dans le sens où si tu ne vas pas courir, tu n'auras pas les 10 000 euros. Il est urgent parce que je te demande de courir maintenant, et donc du coup, si tu ne vas pas courir maintenant, tu n'auras pas 10 000 euros. Il est reconnu parce que tu as besoin des 10 000 euros, parce que tout de suite, dans ton imaginaire, tu te dis avec les 10 000 euros, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Donc il faut essayer de respecter ce framework-là où tu as ces 3 critères-là. L'autre chose, pour moi, pour vendre en ligne, et ce que les Américains sont très forts et que les Français sont un peu moins bons, je trouve, c'est de limiter la réflexion. Toujours, tu vas réfléchir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la majorité du temps, quand tu réfléchis trop et qu'en fait tu dis « je ne l'achète pas », après tu le regrettes. Et en fait, le problème, c'est que ce n'est pas de ta faute, c'est à cause du vendeur. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on va faire du saut en parachute ensemble. Je dis, Kevin, on va faire du saut en parachute, etc. Comment est-ce que moi, je vais interpréter l'information? Donc, on y va demain. Pendant toute la nuit, je vais réfléchir au saut en parachute et du coup, je vais imaginer le pire. C'est encore le système nerveux qui réfléchit. Si mon parachute, il tombe, si le parachute, il s'ouvre pas, et si le prof, il fait n'importe quoi, et si je fais un arrêt cardiaque, est-ce que j'ai vraiment la santé pour faire ça? Bref. Mais je vais prendre mon courage à deux mains et je vais quand même aller prendre ma voiture pour te rejoindre sur le tarmac. Dans la voiture, pareil, je vais réfléchir, je vais me dire putain, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais vraiment être content de moi à la fin? Bref, j'arrive sur le tarmac, je fais les cours et toujours aussi stressé, je monte dans l'avion et on décolle et on arrive à 10 000 pieds. Est-ce que tu penses que je vais sauter? Alors, j'en sais rien, mais les probabilités sont quand même assez faibles puisque j'ai beaucoup réfléchi. Et en réfléchissant trop, je me suis créé des peurs que je n'avais pas initialement. Si tu m'avais dit Kevin, on va sauter en parachute, en claquement de doigts, on est dans l'avion, j'aurais sauté directement. Ce qui fait que, c'est pour ça que je dis qu'il faut limiter la réflexion, c'est que les gens vont essayer de protéger leur vie et dans la majorité du temps, vont s'inventer des problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Donc, laisser trop de temps, par exemple, à un prospect de réfléchir, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut essayer de lui faire rapidement comprendre que il y a des urgences et que toi, encore une fois, l'urgence du problème, et que toi, c'est maintenant ou jamais. Et ça, c'est quelque chose qui s'active en ligne avec, par exemple, des comptes à rebours, des offres limitées, des bonus, par exemple, que tu peux offrir. Par exemple, le code promo que tu as donné dans l'interview, c'est un bon FOMO, où on aurait pu... donc le fear of missing out, la peur de rater quelque chose, où la seule chose qui m'aurait permis de sauter en parachute, c'est à la limite de te voir après, le lendemain, et de te dire « Putain, Kevin, c'était incroyable, t'as raté la chance de ta vie, c'était le meilleur moment de ta vie. » Tu vois, si tu m'avais dit un truc comme ça m'aurait sûrement influencé à sauter. Mais juste cet exemple résume bien que le cerveau humain est tout le temps en protection. Donc le gros hacking, c'est de travailler aussi sur les subtilités psychologiques qui peuvent être des freins, des peurs, même des angoisses, etc. Donc, l'homme est peureux. Hein. Les réflexions que donc en fait, il y a un côté un peu, quand tu es gros hacker, tu dois réfléchir à la psychologie de la personne pour savoir quelle peur elle va rencontrer au moment de rencontrer cette action-là. Donc il y a une part très importante de psychologie humaine. Exactement. Parce qu'une fois que tu as compris la psychologie humaine, tu es prêt à mettre le bon format adapté pour répondre à tout. Ouais. Par exemple, moi, supprimer les peurs. Si tu sais qu'il va y avoir des grosses peurs, bam, tu les supprimes. Ouais, tu peux par exemple, quelqu'un qui s'inscrit à la formation ou qui s'inscrit sur un livre blanc, tu lui montres des techniques et avec l'email, tu vas déverrouiller ses craintes. Et plus tu es bon là-dedans,
C'est ça le copywriting, en fait. Le copywriting, c'est la capacité à écrire pour vendre, mais c'est surtout la capacité à écrire pour toucher le cœur des gens. Et ça passe par une très bonne compréhension de l'esprit humain. Je pense qu'il y a aussi le gros hacking aujourd'hui en 2024, c'est aussi bien maîtriser les technologies. Je te parlais tout à l'heure de l'exemple de Doctolib qui avait scrappé tous les médecins et qui avait créé des millions de fiches médecins qui se référençaient numéro 1 sur Google sur le nom du médecin pour, un, drainer du trafic de gens qui cherchent le médecin, et deux, les médecins qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme, voir leurs fiches et appuyer sur le call to action pour prendre possession de la fiche. On est aussi dans l'ère du digital, de la tech, donc quand même, ça demande d'avoir des notions un petit peu de comment fonctionne Bien sûr. Google, comment fonctionne un site internet, comment fonctionne le code. La première chose à faire, mais c'est lié à ce qu'on dit un peu sur l'esprit humain, la première chose à faire, c'est de remonter à qui sont mes clients et quelles sont les recherches qu'ils font. C'est quoi l'environnement dans lequel ils évoluent. Pour ça, il y a 5 étapes, 5 stages à avoir en tête. Le premier, c'est l'utilisateur qui n'a pas du tout le problème. Pas du tout... c'est un client potentiel, mais qui n'a pas du tout le problème. Deuxième étape... C'est-à-dire, il n'a pas du tout le problème. Il n'a pas du tout recherché ta solution. Par exemple, moi, je vends des formations gros hacking, il n'est pas entrepreneur, c'est un étudiant, il a pas... Donc, eux, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Où est-ce qu'ils traînent, etc. Ensuite, tu as le problème. La personne rencontre le problème. Ok, bon, moi, je vais mettre dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est en l'occurrence, par exemple, ma plateforme d'idées, c'est ces personnes-là, en l'occurrence, que je vais toucher. Ces personnes qui ont des idées, qui ne savent pas comment s'y prendre, et du coup, qui veulent avoir de l'aide, du soutien, ils vont rejoindre des communautés, ils vont écouter des vidéos sur YouTube, etc. Une fois que la personne a le problème, elle va identifier le produit qu'il lui faut pour résoudre son problème. Donc, il y a des formations, il y a des outils, il y a X, Y stratégies à mettre en place, etc. Une fois qu'elle a choisi le produit en question, elle va chercher la solution. Donc, elle a choisi par exemple une formation. Il y a la formation Gros Hacking, il y a une formation vente, par exemple, une formation Google Ads, bref, plein de formations. Et enfin seulement, la dernière étape, c'est la personne choisit ton produit ou non. Et une fois que tu as conscience de tous ces stages-là, ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de rentrer dans chacune des cases et d'optimiser à fond tout ce parcours-là. Qu'est-ce qui fait que tu es différent de la concurrence? Qu'est-ce que quelqu'un qui va chercher en ligne formation Gros Hacking, ok, le mec, il est chaud, il va faire une formation Gros Hacking, il a choisi le produit. Quand il arrive et qu'il me voit en première position, il dit, bon, lui, il est sérieux, quoi. Donc, tu vois, aussi pareil, quand la personne cherche formation entrepreneuriale et qu'il me voit dans un blog et qu'il entend que j'ai la formation la mieux notée de France, l'une des formations les mieux notées de France, ok, il va regarder, il va analyser, donc j'attrape aussi ce consommateur-là. Et donc, moi, j'ai beaucoup concentré sur les 3 derniers pôles de mon entreprise. Et là, cette année, je suis en train d'aller chercher vraiment encore plus haut, quoi. Avec des interviews, des choses, tu vois, des trucs un peu ce qu'on appelle top funnel. Ce qui est difficile avec le gros hacking, je trouve, c'est que ça prend en compte toutes les matières. Ça va de la psychologie humaine au marketing, à la tech. Ça demande d'être un peu, tu vois, touche à tout. Un peu, je trouve. C'est pour ça que ça marche pas bien dans les entreprises. C'est que tu as envie de tout faire et que dans la majorité du temps, tu es meilleur que les gens moyens. Ça marche pas bien dans les entreprises aussi parce que ça demande de relier et de connecter souvent 2 services. Et souvent, c'est un peu en silo. Enfin, tu as des équipes, mais pour reconnecter, tu as une équipe tech à une équipe administrative, à des outils de communication. Quand tu dois déjà plugger 3 trucs d'une entreprise un peu silotée, ça devient compliqué. C'est sûr, et c'est aussi... à la limite, pour que du gros hacking fonctionne, mais tous les gros hackers, ils sont vraiment bons, ils ont tous monté leur boîte et ils cartonnent, tu vois. Mais pour que ça marche dans une entreprise, il faut un truc très structuré, très cadré, et ça m'ennuie profondément parce que le gros hacking, c'est du bordel, quoi. Donc, si on devait résumer pour toi le gros hacking, donc c'est la psychologie humaine, savoir contourner les problèmes, aller dans le chemin que personne n'a encore abordé. Comment tu résumerais, toi, le gros hacking? C'est ça, c'est contourner les systèmes. C'est vraiment contourner les systèmes. Il y a une phrase que j'aime bien, et qui a d'ailleurs, et je pense que le gros hacking est né d'un besoin marché.
parce que les entreprises à l'époque, à la Silicon Valley, levaient de l'argent, ils levaient 1 million d'euros sur un PDF qu'ils avaient envoyé à des entrepreneurs. Et petit à petit, on s'est rendu compte, putain, mais en fait, on a investi dans une boîte qui n'avait même pas fait ses preuves sur le marché. Et du coup, les entreprises ont dépensé beaucoup l'argent des investisseurs et pour s'en sortir, ils étaient obligés d'essayer de faire plus avec moins. Donc, moins de ressources humaines, moins de ressources technologiques, etc. Donc, ils ont été obligés de former leurs équipes, ils ont été obligés de prendre des initiatives pour réussir à faire plus avec moins. J'aime bien cette définition aussi de dire que en fait, le gros hacking, ça va te permettre de faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Ça, c'est génial. Est-ce qu'on peut parler aussi de bootstrapping ou pas quand on parle de gros hacking? C'est-à-dire vraiment, avec peu d'argent, faire le plus possible, quoi. Totalement. C'est ce qu'on se disait aussi, l'argent n'achète pas l'intelligence, le savoir-faire. Non. L'argent achète peut-être la pérennité d'une boîte. Mais elle craque pas les modèles. C'est l'intelligence qui craque les modèles. Ouais, c'est sûr. Ok, super. Merci.